cette première table ronde qui va justement, qui vise justement à lister un certain nombre des enjeux. Alors, cinq intervenants, je les appelle d'ailleurs sur scène. Donc dans l'ordre, Jérôme Libeskine, qui est consultant et fondateur de Logicité. Alexandre Berger, que j'ai croisé, directeur de Logissimo Retail ou directeur Retail de Logissimo. Et puis vous nous direz aussi ce qu'est Logissimo. Thibaut André, qui est directeur transport chez Point P. Claude Sanson, que je n'ai pas vu, d'Affilogue. Il va arriver, mais là, pour l'instant... Voilà. Et Rémi Golléger, qui est cofondateur de Corsalis, que j'ai vu pour le coup. Je vais aller voir. Bon, on commence à 4. Prenez place. Moi, je vais peut-être rester debout parce que vous aurez vu que la scène n'est pas très profonde, donc au moins pour pouvoir vous voir. Alors, bon. En termes de titres pour cette table ronde, j'avoue, on a fait mieux et plus explicite, et on essaye de faire mieux et plus explicite au jour le jour dans la newsletter. Là, on l'a intitulé une approche protéiforme et multiflux pour répondre aux enjeux B2B, B2C, de massification, de RSE. Bon, c'est un petit peu disons plutôt la feuille de route pour cette table ronde d'une heure. En courte introduction, moi je rebondirai sur un chiffre qu'a cité David Béliard, 500 000 colis chaque jour livrés dans Paris. Mais par ailleurs, je le contrebalancerai avec le fait que de l'ordre de 80% des flux logistiques dans la capitale relèvent de flux B2B. Donc c'est quand même à mettre quelque part en regard. Là, en l'occurrence, une étude Roland Berger, FM Logistique. 20% de la circulation urbaine dans Paris serait liée et serait générée par la logistique. Je vois le sourcil de Jérôme Libeskine qui fronce, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études sur le sujet. Et de l'ordre de 25% des émissions de CO2 dans Paris, là c'est un chiffre ville de Paris, seraient liées au transport de marchandises. Voilà, c'était quelques chiffres. Alors des études, il y en a plein, des chiffres, on pourrait les multiplier. Moi, je vous propose un premier tour de table, disons en mode flash, avant de vous donner l'opportunité de vous présenter plus avant. Mais selon vous, un mot-clé, un enjeu clé qui soulignerait l'importance pour vous, mais aussi pour les entreprises qui sont dans la salle, aujourd'hui, de faire bouger les lignes, en tout cas de se préoccuper de ce qu'ils peuvent faire et de ce qu'il faudrait faire en termes de logistique urbaine. Un mot-clé, un enjeu clé. Qui c'est qui voudrait commencer ? Allez, moi je veux bien démarrer. Bonjour à toutes et tous, Alexandre Berger de Logissimo. Si j'avais un mot-clé à donner pour notamment correspondre au titre, ce serait la mutualisation. Mutualisation qui permettent de compiler des flux très différents, et notamment dans le B2B, puisque c'est un des gros sujets sur Paris et dans plusieurs cœurs de ville, mutualiser avec plusieurs activités pour être capable de partager les externalités négatives avec le plus grand nombre, qui permettent finalement de réduire fortement l'énergie consommée pour livrer. Mutualisation, je prends. Qui veut en tenter un ou un autre ou le même, mais donc bonjour à toutes et à tous. Merci de cette introduction. Alors effectivement, je rejoins Alexandre sur ce mot-clé mutualisation ou consolidation. J'en rajouterai quand même un deuxième, c'est aussi de travailler sur la vitesse ou sur la lenteur. La vitesse est l'ennemi de la consolidation. Voilà, c'est de trouver l'équilibre finalement entre livrer le produit au bon endroit. Et en combien de temps? Et c'est sûr que si on a un peu de temps, on va être capable d'organiser des choses. Si on n'a pas de temps, on finit par avoir que des livraisons express dans toute la ville. Donc je retiens la lenteur, c'est pas très ou la non-vitesse, mais en tout cas je note l'idée. Et bonjour à tous et à toutes, puisqu'on est dans les mots-clés, moi je dirais l'intégration.
parce qu'effectivement, on parle tous de ramener une fonction logistique dans la ville, alors que ça fait des décennies qu'on s'est tous évertués à en sortir. Et il y a un enjeu majeur pour tous les opérateurs de la chaîne de s'assurer de la bonne réintégration de cette fonction dans la ville. Et David Béliard évoquait le sujet des nuisances ou de la ville apaisée. Alexandre parlait des externalités négatives. Et je pense qu'à tous les maillons de la chaîne, il y a un vrai enjeu de bonne intégration, réintégration de cette fonction dans nos quartiers. Et pour ma part, du coup, je dirais massification, puisqu'on peut massifier des flux avant d'arriver dans nos villes et pouvoir ensuite les mutualiser avec différents clients. Et enfin, anticipation, parce qu'on a des contraintes réglementaires qui vont arriver également et auxquelles il faut qu'on commence à s'adapter dès maintenant. Je pense notamment aux ZFE qui arrivent petit à petit. Merci. Donc on a de la mutualisation, de la lenteur, de l'intégration, réintégration, de la massification et donc de l'anticipation. Merci de m'avoir donné un cinquième mot-clé, comme si j'avais effectivement cinq intervenants. Bon, on essaiera et je pense que assez naturellement ces mots reviendront dans la discussion. Mais alors maintenant, pour tous plus vous mettre en situation de vous présenter, on va faire peut-être un petit tour de table avec cette idée quelque part de se dire la logistique urbaine, elle a une face de plus en plus visible, si, en tout cas pour moi qui habite le centre de Paris, même si la problématique ne concerne pas que Paris, elle a une face visible qui est notamment la cyclo-logistique et la livraison de colis B2C. Pour autant, et je crois que c'est quelque part une des idées que vous développez régulièrement, Jérôme, en tant que spécialiste de la logistique urbaine et aussi conseil, c'est que quelque part, ça n'est qu'une face émergée de l'iceberg, et même sous la ligne de flottaison, on est sur quelque chose qui est de toute façon pas du tout monolithique. Alors, en effet, donc le véhicule qu'on voit dans la rue, c'est un moyen finalement d'arriver, de faire le dernier kilomètre et d'arriver au point de destination. C'est ce qu'on voit. Hein, c'est ce que voit tout un chacun, je vais dire, dans la rue. Et tant mieux si les choses évoluent sur le plan de la transition énergétique et des moyens que nous utilisons. Mais c'est vrai que le vrai sujet, il se passe derrière, c'est l'organisation des flux. Et cette organisation des flux, il faut avoir en tête qu'on n'a pas une filière dans la logistique urbaine, mais on a de multiples filières. Hein, et on ne mettra pas tout dans le même camion. Hein, c'est une idée reçue de dire on va tout mettre dans le même camion et on va optimiser les flux. Ben non, on va peut-être tout mettre dans le même camion, mais par filière. Et des filières, il y en a des dizaines. Il y a des filières qui vont, par exemple, concerner l'e-commerce, on en a parlé, on en parle régulièrement, mais ça n'est qu'une filière parmi des dizaines d'autres. On va avoir la livraison des magasins, on va avoir tout ce qui concerne les chantiers de bâtiments et travaux publics, on va avoir des filières spécifiques, comme les produits pharmaceutiques, comme des produits en vrac, comme des longueurs, comme des fûts dans les cafés, hein, c'est la période. Donc tous, je finis, répondent à des contraintes spécifiques, qui peuvent être des contraintes réglementaires, qui peuvent être des contraintes de température, qui sont des charges différentes à transporter, donc des moyens différents, des véhicules différents qui vont être liés à ces charges. Donc on doit travailler par filière en fonction finalement du métier que l'on a. Hein, j'entendais Ikea, quand on livre du mobilier, ce n'est pas tout à fait les mêmes moyens qu'on met en œuvre que quand on livre des petits colis e-commerce. On ne va pas nécessairement mettre les deux, l'armoire et le petit colis, dans le même véhicule. Ce n'est pas sûr. Peut-être qu'il y a certains secteurs dans lesquels ça peut se faire, mais c'est une étude fine à chaque fois. Hein, et c'est en travaillant de façon très détaillée par filière qu'on va être capable d'optimiser les choses. Et c'est là où finalement on touche à de la supply chain urbaine par filière. Voilà ma vision, en quelques mots. Merci. Alors, on n'avait pas la place pour toutes les filières et vous disiez il y a des dizaines de filières, mais on en a une à travers quelque part, comment dire, l'utilisateur, mais en tout cas l'exploitant, l'opérateur. Point P, donc Thibaut André, qui est directeur transport. Et justement, vous parliez d'anticipation. Alors, pour rappeler la spécificité de votre filière, vous pouvez nous donner ce qui fait qu'elle est justement spécifique et que quelque part, elle a aussi tâché d'anticiper le monde de la contrainte dès lors qu'il s'agit d'opérer en zone dense.
Oui, alors la grande particularité, c'est déjà qu'on a des produits qui sont très hétérogènes au sein de Point P, puisqu'on va livrer à la fois des tournevis ou des lames de terrasse. Une des autres particularités également, c'est que du coup, on a 80% de nos commandes qui vont représenter plus d'1,4 tonne. Donc il faut réussir à les livrer, ces commandes-là. Et on ne peut pas le faire avec le petit camion ou le vélo qui va arriver en ville. Donc notre enjeu à nous, ça va être à la fois d'avoir la bonne méthode finalement de livraison. Et pour livrer un tournevis, on peut se dire qu'on peut passer par un partenaire externe qui, lui, va pouvoir mutualiser ensuite ses flux. Par contre, pour aller ensuite livrer des parpaings, livrer des sacs de ciment, livrer justement les lames de terrasse, il va falloir qu'on ait des véhicules qui soient adaptés et également potentiellement des centres de livraison urbains pour pouvoir attaquer ensuite les villes urbaines telles que Paris. C'est aussi pour ça que depuis 2007, on a un centre de livraison client, et c'est pour ça que je parlais d'anticipation, qui est aux portes de Paris à Aulnay-sous-Bois. Et également, on est dans une logique de transformation de notre flotte de véhicules, puisqu'on a environ 1000 camions chez Point P. Donc pareil, avec des objectifs de décarbonation de notre flotte, donc du dernier kilomètre, dans ce qu'on peut maîtriser de notre côté. Je note des points clés. Les 1,4 tonne, on se rend bien compte que c'est quand même une problématique bien particulière. On a des enjeux de chantier qui forcément fait qu'il y a vous avez des clients au cœur de la zone urbaine. L'idée de s'appuyer sur les différentes ressources de votre réseau logistique et des différents formats qui constituent ce réseau logistique, et la question des moyens de livraison dont vous avez la particularité, ce qui vous différencie quand même de beaucoup de monde, d'être l'opérateur sur le volet transport. Cette question des moyens, justement associé à la logistique urbaine, je me tourne vers vous, Rémi, parce que dans les moyens, il y a des moyens de livraison, bien sûr, mais il y a des moyens de mètres carrés, et ça, c'est plutôt votre domaine. Oui, en effet, on parle de lenteur ou de vitesse de livraison, on parle de typologie de produits, de filières, et effectivement, quand on parle de rapprocher ces produits à un moment donné du client final, qu'il soit B2B ou B2C, on a besoin de faire rentrer ces produits dans la ville. Et ce que l'on poursuit, en tout cas chez Corsalis comme conviction, c'est que, alors pour certaines filières, comme les gros produits très volumineux, c'est peut-être plus compliqué à mettre en œuvre, mais c'est le fait de pouvoir disposer d'espaces urbains, donc dans les quartiers, qui permettent d'héberger ces flux de manière transitoire pour pouvoir gérer une zone de chalandise de toute proximité qui permet un approvisionnement amont massifié et, je dirais, une desserte finale du client B2B ou B2C dans une zone de chalandise réduite et avec des véhicules ou des solutions de mobilité de petits gabarits. Et effectivement, pour ça, on essaye de travailler à mailler les grandes agglomérations de solutions immobilières, de distribution urbaine, qui permettent de constituer des relais très locaux avec, encore une fois, des zones de chalandise relativement limitées pour apporter, on va dire, du service au quartier. Merci. Le dernier, alors vous, les mètres carrés, parce que Logissimo, c'est quand même la Poste, il se trouve que vous êtes un des acteurs qui, historiquement, avait ces mètres carrés. Donc cette question des moyens se pose peut-être moins pour vous, mais par contre, et c'est aussi le sens de vous avoir sur scène, Alexandre, c'est comment ces moyens peuvent être mutualisés. Et ce n'est pas innocemment que vous avez parlé de mutualisation tout à l'heure. Oui, tout à fait. Alors, je suis d'accord avec ce que disait Jérôme, on ne peut pas tout mutualiser par filière. Quand je parlais de mutualisation, bien sûr, je parlais des véhicules qui tournent déjà dans la ville, et il y en a beaucoup. Et comme je pense qu'il n'y a pas moins polluant que le véhicule qu'on ne rajoute pas sur le bitume, il faut être capable de mutualiser à l'intérieur de ce véhicule. On ne peut pas tout y mettre. Par contre, on y travaille avec Logissimo pour y mettre beaucoup de choses. On a déjà 120 000 prestations par jour vers des entreprises. Et quand on va leur porter des bacs de courrier, des consommables, de bureautique, on peut très bien porter autre chose dans ces véhicules électriques qui sont déjà sur la route et qui ont déjà des tournées mutualisées. Mais ça vaut aussi pour l'immobilier, comme vous le disiez, Maxime. Et par exemple, ça veut dire être capable d'adapter
ces sites logistiques qui sont déjà au cœur de la ville, qui étaient jusqu'à présent tournés plutôt vers le courrier et l'activité historique de la Poste, mais qu'on a transformé, et c'est aussi le sens de l'image de Logissimo, que d'être capable d'adapter ces sites-là, par exemple en y installant des zones de stockage au cœur de la ville, à Paris par exemple, à côté de la gare Saint-Lazare, ou place des Ternes, au cœur de Lyon, place Bellecour, au cœur de Marseille, au cœur de Lille, plusieurs sites qui sont finalement très stratégiques parce qu'ils savent déjà faire de la logistique, plutôt de l'entrée et de la sortie, mais dont on peut récupérer des espaces pour mutualiser des choses. On a par exemple ouvert une chambre froide dans Paris pour le portage des repas vers les seniors parisiens. On a plusieurs milliers de convives chaque jour un peu partout en France. Ça fera plus de 3 millions de repas. Ça nous impose de rentrer des nouvelles contraintes réglementaires, sanitaires, toute la température dirigée qui n'était pas le métier historique de la Poste. Mais en mutualisant ces actifs, on se rend compte qu'on est capable d'aller vers d'autres filières que les filières traditionnelles de la Poste. Avec le portage de repas, vous nous amenez peut-être un petit peu loin, alors que dans les clients pour lesquels vous travaillez, je crois que ça fait maintenant 5 ans que vous êtes sur le sujet, avec au départ d'ailleurs un titre qui renvoyait directement à Supply Chain. Vous aviez Supply Chain dans votre titre. Maintenant, c'est Logissimo Retail. Vous pouvez nous donner une idée des sujets, des acteurs que vous accompagnez sur le sujet. Justement, on a du B2B, du B2C. Alors moi, je me souviens, il y a 3 ans, vous m'aviez fait visiter le sous-sol d'un site La Poste où on avait des chaussures de sport pour une filière de livraison quasiment dans l'heure, y compris pour des joueurs professionnels d'ailleurs. Je crois que ça n'a pas perduré jusqu'à aujourd'hui, mais vous pouvez nous rendre un petit peu la diversité des acteurs qui, comme ça, et avec vous, veulent regagner la ville. Alors, le premier sujet autour de ça, c'est lié à l'urgence de livraison et à la vitesse de livraison qu'on veut y mettre. C'est vrai que livrer des chaussures de foot en 1 heure, en 2 heures dans Paris, bon, c'est sympa d'être capable de le faire, c'est sympa d'avoir la structure pour le faire, mais ça n'a pas tout à fait le même sens que Logissimo veut donner à la vitesse. Dans la vitesse qu'on porte avec Logissimo, on a par exemple la pièce détachée. Être capable de livrer une pièce détachée extrêmement rapidement vers un centre de réparation, ça a beaucoup de sens business, parce que derrière, cette vitesse, elle permet de respecter une promesse client, notamment dans les garages, si votre voiture est sur le pont et qu'il manque une courroie, une plaquette de frein ou 3 boulons. Et du coup, pour être capable d'assumer cette vitesse, et c'est pour ça que la connotation supply chain faisait partie de tous nos travaux qui ont mené à Logissimo, il a fallu, avec certains acteurs, notamment de ce marché, mais de quelques autres aussi, être capable de réfléchir aux liens qu'on peut faire entre un entrepôt central, qui s'est beaucoup éloigné de la ville. On est plutôt dans les entrepôts centrales, alors vers Orléans, vers le nord de la France, en Seine-et-Marne, etc. Mais assez éloigné finalement du cœur de la consommation de ces produits, même en B2B. Et l'urgence qu'on veut mettre dans ce flux n'est plus compatible avec la massification qui a été réalisée ces dernières années et qui a poussé à sortir des grandes métropoles et à se rapprocher des axes plutôt autoroutiers. Et du coup, cette réflexion entre le fulfillment, le micro-fulfillment, nous a amené à réfléchir sur quelle référence, parce qu'on ne peut pas tout mettre au cœur de la ville, donc quelle référence on prend, à quelle fréquence on les réapprovisionne, comment on massifie l'entrée pour être sûr d'avoir le transport le plus frugal possible en matière d'énergie, et comment on distribue en mode doux. Et donc, dans ces flux, il y a de la pièce détachée automobile, par exemple. Il y a du réassort de points de vente, être capable de livrer en J+1 des points de vente qui sont très très diffus, qui sont beaucoup trop petits pour être livrés à la palette par des logisticiens dont c'est la compétence première que d'être capable de massifier, mais qui sont aussi beaucoup trop gros pour être livrés avec 1 ou 2 colis. Et ceux qui reçoivent, vous savez, des palettes qui sont toutes petites et dont on se demande leur modèle économique, mais tout cela, on arrive en adaptant les flux, les actifs et les process à les livrer avec un postier qui finalement un berlingot, une Kangoo Z2 et qui permet d'embarquer des bacs de courrier, mais également du réassort pour un coiffeur, pour un pharmacien, pour une agence bancaire, etc.
cette connexion avec justement cette dimension supply chain qu'on a voulu mettre en fil rouge de cette journée. Alors Jérôme, je me tourne vers vous. Logicité, c'est-à-dire qu'il faut changer votre nom, supply chain cité. C'est pas une suggestion, c'est une boutade. Mais vous avez l'impression que dorénavant, ce sujet d'opérer en ville, il est remonté quelque part, il est remonté dans la chaîne de réflexion dans les entreprises pour être bien pensé comme s'inscrivant dans un tout, ce qui n'était peut-être pas historiquement le cas, mais vous pouvez me détromper. Mais voilà, cette supply chain qui s'invite en ville. Alors, c'est vrai qu'on se rapproche beaucoup plus de la supply chain que de la logistique proprement dite, hein, donc on va beaucoup plus loin puisque finalement ça n'est que l'aboutissement d'une chaîne logistique globale, hein, donc on va retrouver en ville, mais on va retrouver une concentration de l'ensemble des sujets. Alors ce qu'on voit aussi, c'est que finalement on est en face d'un écosystème, un écosystème dans lequel on a des acteurs professionnels qui vont être des grands distributeurs, qui vont être des transporteurs, qui vont être des grossistes et qui prennent un certain nombre de décisions, hein, depuis quelques années. On voit qu'il y a une vraie prise de conscience chez un certain nombre d'acteurs. Il y a des e-marchands aussi. Alors les e-marchands, c'est un peu plus récent, la prise de conscience, hein, et c'est encore très partiel. Mais c'est vrai que quelque part, on voit apparaître des chartes de bonnes pratiques, donc celle de la FEVAT par exemple, hein, donc, et des acteurs qui s'engagent dans des démarches vertueuses. Donc ça, c'est intéressant. Et puis la deuxième partie finalement de cet écosystème, ce sont les acteurs publics. On a entendu David Béliard, mais on voit quelque part qu'il y a une prise de conscience dans de très nombreuses villes en France, et pas seulement les métropoles. On voit apparaître, émerger cette prise de conscience, même dans des villes de taille moyenne, et ça c'est quelque part tout à fait nouveau. Et on voit même finalement que sur ces territoires urbains, auparavant, il y avait donc finalement un certain nombre de fonctions techniques qui s'intéressaient à ce sujet-là. Maintenant, on voit que ce sujet il est pris en main par des élus, et même en général par le maire, ou la maire, je vais dire, de la ville, qui s'intéresse directement à ces sujets et qui, quelque part, essaye de fixer un certain nombre d'orientations du territoire, et notamment des orientations réglementaires. Et là, c'est tout à fait nouveau. C'est cet écosystème qui fait que quelque part il y a un certain nombre de lignes qui bougent en ce moment, et c'est tant mieux. Donc quelque part on voit qu'il y a une volonté finalement, à la fois déjà une prise de conscience des enjeux, hein, on parlait de chiffres et ils vont être différents suivant les villes bien entendu, hein, mais on voit qu'il y a une prise de conscience des enjeux et une réelle volonté de faire avancer les choses. Ça se traduit comment quand on parle de collectivité locale, une prise de conscience ? Ça se traduit déjà par un certain nombre d'orientations qui sont prises dans tous les textes d'urbanisme, notamment autour de la mobilité. Là, c'est quelque part nouveau, alors même si c'est obligatoire, hein, notamment dans les PDU, les plans de mobilité maintenant. On voit qu'auparavant, on mettait des généralités en disant on va mettre des véhicules non carbonés et puis les marchandises, même si c'est extrêmement important sur le fleuve ou sur le rail. Ça, on voit ça dans la plupart des plans de mobilité. C'est pas pour ça que ça se traduit par une réalité. Maintenant, on voit que dans ces plans de mobilité ou dans ces documents d'urbanisme, que ce soit les SCOT, etc., dans tout le millefeuille, je vais dire, de documents d'urbanisme, il y a des éléments de plus en plus précis sur les orientations territoriales. Et puis maintenant, ça se traduit par un certain nombre d'orientations, de plans d'action dans les agglomérations, dans les villes et dans les agglomérations, comme le plan d'action, par exemple, de Paris, hein, qui a pris un certain nombre d'initiatives. Et bien sûr, donc, il y a une mise en cohérence de ces différents documents. Donc, il y a des orientations qui sont prises et qui se traduisent ensuite, finalement, par les deux volets, à la fois un volet incitatif pour aider à la mise en œuvre de nouvelles pratiques et par des volets réglementaires qui mettent en place des contraintes. Parce que bien sûr, s'il n'y a pas de contraintes, finalement, on a du mal à inciter les professionnels à mettre en œuvre des solutions vertueuses. Voilà la vision que j'ai finalement de cet écosystème aujourd'hui sur le plan public. Je note le mot de contrainte. Alors, je reviendrai vers vous parce que la contrainte, on l'a compris tout à l'heure, ça fait partie de l'aiguillon qui a été celui de votre démarche. Mais Rémi, je me tourne vers vous parce que je vous ai vu opiner du chef, notamment au mot de collectivité territoriale, parce que ce sont des interlocuteurs avec lesquels vous avez affaire au jour le jour, mais aussi avec cette idée d'intégration, mais d'intégration de
de ce maillon dans une chaîne plus longue. Alors, c'est vrai que vous avez aussi tout un passé professionnel du côté des opérations, du côté de l'immobilier. Je me souviens, moi d'ailleurs, la première fois que je vous ai croisé, alors on était sur un format très différent, c'était un gigobitume pour la livraison d'un bâtiment de 135 000 m² en bordure d'autoroute, de l'autoroute A10 dans mon souvenir. Mais donc je reviens, collectivité territoriale, intégration de ce maillon dans une réflexion plus globale. Vous partagez le regard, somme toute, assez positif de Jérôme sur les évolutions au sein de l'écosystème ? Oui, d'abord, je partage absolument ce que dit Jérôme. Effectivement, on a un peu changé d'échelle depuis notre projet de Poupri d'il y a quelques années. Ce que vous dites sur les collectivités est tout à fait vrai. Aujourd'hui, je pense que l'ensemble de cette filière et les donneurs d'ordre, en tout cas les chargeurs ou les opérateurs logistiques, vivent un peu sous la menace de mise en œuvre de réglementations diverses et variées, que ce soit au niveau de l'urbanisme, au niveau de la circulation, de l'accessibilité des centres-villes, de l'usage de véhicules de gabarit ou de motorisation particulière. La matérialisation de ces engagements ou de ces politiques publiques, elle se traduit par différents processus administratifs qui se mettent en œuvre sur des temps très longs. On parlait de David Béliard tout à l'heure, le plan de la logistique. Je pense que les premières, Jérôme le saura mieux que moi, mais les premières réflexions sur la logistique urbaine, dans Paris, elles doivent remonter à 2012 ou 2013, avec seulement là, en ce moment, les premières matérialisations de projets qui ont été conçus, réfléchis il y a 10 ans. Donc c'est sur des temps extrêmement longs. Et je pense que tous les donneurs d'ordre, les chargeurs, encore une fois, au quotidien, réagissent à 3 mois, à 6 mois pour s'adapter à ces futures contraintes. Et sur le sujet de l'immobilier qui nous concerne en particulier, il y a un vrai enjeu de vitesse d'exécution pour pouvoir, tout en s'inscrivant dans la droite ligne des politiques d'aménagement du territoire qui sont portées par les collectivités parce que c'est leur responsabilité, sur des temps, je dirais, moyen, long terme, pouvoir proposer à court terme des solutions immobilières qui permettent à des utilisateurs, que ce soit encore une fois des donneurs d'ordre ou des opérateurs logistiques ou du dernier kilomètre, de trouver un point de chute, si je puis dire, pour leurs produits et pouvoir gérer cette livraison finale. Avec ce qui est un peu contre nature, encore une fois, en faisant référence à ce que vous évoquiez sur ce gros bâtiment d'Orléans, à l'époque encore, on pensait que le chemin idéal pour aller d'un entrepôt à un client final, c'était l'évitement de la rupture de charge. Et aujourd'hui, pour tout un tas de raisons qu'on vient d'évoquer, on doit réfléchir à l'intégration justement d'une rupture de charge, voire de plusieurs, pour pouvoir, par paliers successifs, arriver à des modes de livraison les plus doux possibles. Donc il y a un enjeu foncier de développement de ces solutions immobilières à courte échéance, parce qu'il y a aussi un enjeu fort de pédagogie, et on a besoin de montrer que certaines solutions immobilières génèrent un effet positif sur leur environnement pour rendre plus facile ensuite leur développement à l'échelle du territoire. C'est vrai que dans notre échange préparatoire, vous disiez les responsables supply chain ont appris et pratiqué pendant des années, et pour les plus anciens, des décennies, à lutter contre les ruptures de charge, à les éviter. Et quelque part, aujourd'hui, il s'agit quelque part d'en faire une au plus proche des bassins de consommation, bien sûr, avec l'idée qu'il ne faut pas la faire n'importe comment et à n'importe quel prix. Et surtout, c'est qu'on peut pas faire tout ce qu'on voudrait faire en ville. Et donc je reboucle sur le côté contrainte. Ce côté contrainte. Alors il y a un mot-clé, celui des ZFE, les zonards, comme on l'évoquait avec Jean-Luc en introduction. Mais la ZFE, pour vous, Thibault, ça a été quelque part pour anticiper cet enjeu qu'il y a eu un certain nombre de chantiers. Cette dimension de contrainte, vos flux sont par nature contraints vu le dimensionnement des produits, mais cette dimension de contrainte, elle fait partie du jeu. Il faut avoir quelque part un coup d'avance. C'est exactement ça. Et donc, du coup, dès 2012, en fait, on avait le programme qu'on avait appelé Evoluvert chez Point P et qui permettait, du coup, de commencer à verdir, en tout cas, autant se faire que peu, notre flotte de véhicules.
C'est aussi le développement de report modal. On vient il y a 3 semaines d'ouvrir une agence à Alfortville, donc aux portes de Paris, enfin une plateforme logistique, pardon, qui permet d'approvisionner depuis notre usine de Montereau jusqu'à Alfortville du parpaing. Donc c'est 25 000 tonnes par an, 1000 camions évités sur la route. Donc ça permet aussi de participer à la décongestion du trafic. Donc tout ça, bien sûr, il faut le faire en anticipation. Et on est porté par les ZFE, mais aussi par les engagements de Point P, parce qu'on a un rôle sociétal à avoir aussi, de par l'entreprise, et pas forcément d'attendre des réglementations qui vont venir au rythme des collectivités. Donc on a aussi cet enjeu-là. Et après, on peut aussi s'en servir comme opportunité parce qu'on peut se servir aussi à nos artisans, leur proposer finalement de nouveaux services de livraison, pas forcément plus rapides, mais en tout cas qui vont leur permettre d'éviter d'avoir à se déplacer dans des zones qui sont complètement congestionnées également. Et quand on parle des ZFE, souvent il y a du trafic qui est important. Donc on se sert aussi de ça finalement pour à la fois être vertueux sur la partie décarbonation et en même temps faire gagner du temps à nos artisans pour leur éviter de se déplacer d'un point A à un point B dans Paris et qu'ils puissent se concentrer sur son cœur de métier. Et ça aussi, c'est un des enjeux finalement qu'on a, nous, d'apporter le meilleur service à nos artisans et à nos clients. Parce qu'eux aussi sont des professionnels qui sont concernés par l'engorgement des villes et donc leur éviter d'avoir à se déplacer, c'est pour eux une valeur ajoutée importante, c'est bien ça. C'est exactement ça, c'est à la fois nous avoir les bons modes de transport qui permettent d'aller dans les ZFE et également d'engranger du service pour nos artisans, c'est vraiment un de nos enjeux qui est majeur chez nous. Alors ZFE, ça fait plusieurs fois que la formule revient. Pour votre information, il y aura quand même en début d'après-midi un point assuré par Interlude qui reviendra plus en détail sur le dispositif, son extension, ses conséquences opérationnelles. Ce volet contrainte, je me tourne vers vous, Alexandre. C'est aussi pour cette raison que les gens arrivent jusqu'à vous avec l'idée. Certes, je veux faire des choses nouvelles en ville, mais je sens que c'est un environnement que je ne maîtrise pas, sur lequel il y a des contraintes. Ça fait partie un petit peu de l'état d'esprit dans lequel ils arrivent jusqu'à vous, ou à ce stade, pas si foncièrement. Alors, je dirais de plus en plus. Là où il y a 5 ans, c'était bien de faire attention à ça. Et si en plus on avait un certificat de neutralité carbone au bout, c'était plutôt sympa. Maintenant, ça fait partie des appels d'offres sur lesquels on se positionne. Il y a une notation qui est assez sévère justement sur les critères RSE et la prise de conscience est déjà passée pour beaucoup d'entreprises qui veulent être acteurs de tout ça et pas simplement bénéficier des travaux d'un tiers ou d'un prestataire en la matière. Ils veulent des prestataires qui sont capables de le faire. Ça nous oblige, bien sûr, hein, les ZFE de toute façon nous obligent. Ça renvoie aussi une forte complémentarité avec la politique de la Poste qui depuis plusieurs années travaille à cette neutralité carbone en s'équipant de nouveaux véhicules plus propres, en travaillant l'éco-conduite, en travaillant ces contrats d'énergie renouvelable. Enfin, les démarches sont très très fortes. Et dans les process, ça nous invite à la fameuse mutualisation dont je parlais au début, parce que là, on parle de l'entrée en ville, mais il faut être capable aussi de sortir tout un tas de choses de la ville, et pas seulement dans nos poubelles, hein, mais aussi des choses qui peuvent avoir une nouvelle vie. Alors, on appelle ça des déchets. On pourrait appeler ça des matières pour autre chose. Je pense à des capsules de café, je pense à du matériel électronique qu'on peut tout à fait récupérer simultanément à la remise, de sorte à ce que, alors les camions ne reviennent pas pleins, ok, pas encore, c'est vrai, mais ils partent pleins et ils ne reviennent pas vides. Et du coup, c'est une dynamique qui impose de l'adaptation, des nouveaux outils pour le tracé. Il y a quelques années, c'est une anecdote, mais on était surtout concentré sur la récupération du papier et du carton avec Recigo, sur lequel on travaille beaucoup justement avec la mutualisation de nos véhicules. Le papier et le carton, on n'avait pas besoin de le tracer.
personne nous demandait combien de tonnes de papier, combien de tonnes de carton. Il fallait surtout être sûr de pouvoir dire ça a été récupéré par une entreprise responsable qui va le retraiter, le revaloriser, etc. Aujourd'hui, quand on récupère des recyclats, des matières, on nous demande le grammage récupéré, les lieux récupérés pour être capable d'identifier l'effort qui a été fourni par l'entreprise qui nous a mandaté pour le faire. Donc la ZFE, elle impose effectivement des contraintes, mais elle ouvre des perspectives sur des nouvelles manières de travailler sa logistique entrante et sortante, de sorte à être capable de réduire aussi sur ce plan-là l'énergie qui est consommée. Ce rôle d'aiguillon des ZFE, je me tourne vers vous, Jérôme. Je sais que votre regard, il est quelque part aussi un petit peu au-delà parce que le dispositif, il a été présenté, étendu. Est-ce qu'on en est déjà au stade de la contrainte? Du moins, vous essayez aussi de le projeter dans le temps, ce sujet ZFE? La ZFE, déjà, il faut avoir en tête que c'est une couche supplémentaire par rapport à tout un dispositif réglementaire qui est à la disposition des collectivités locales. C'est de réglementer le territoire sur les horaires, sur les gabarits des véhicules. Et il y a des tas d'autres leviers dont disposent les collectivités locales, notamment l'action, et ça c'est assez nouveau dans la loi d'orientation des mobilités, la loi climat et résilience, c'est le fait de donner ces prérogatives aux autorités organisatrices de mobilité, c'est-à-dire celles qui gèrent les transports publics de personnes, les bus, les trams, le métro, qui aujourd'hui ont tout à fait le droit, et certaines villes commencent à s'en saisir, ont tout à fait le droit de mettre en œuvre des services de logistique urbaine. Certaines villes commencent à s'en saisir. Donc la ZFE, c'est une couche supplémentaire. Et ça n'est pas la plus simple. Je voyais l'interview d'Anne-Marie Hydrac ce matin qui disait que c'était illusoire. Donc la ZFE. Je ne sais pas, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais c'est théoriquement un accélérateur du renouvellement du parc de véhicules. Est-ce qu'il est efficace ou pas? Est-ce qu'on est capable de le mettre en œuvre? Ça n'est pas certain. Voilà. Et ça n'est pas certain parce qu'il y a des aspects sociaux derrière. On parlait par exemple des artisans ou des commerçants de marché. Par exemple, regardez sur votre marché le samedi matin les véhicules qui livrent le marché. Vous verrez des véhicules qui sont en général très anciens. Donc le risque dans les ZFE, c'est qu'on fasse une liste d'exceptions et qui finalement rendra inefficace la ZFE. Donc est-ce qu'on sera capable d'avoir le courage de dire il faut accélérer le renouvellement des véhicules? Est-ce qu'aussi l'offre de véhicules correspondra à cela? Parce qu'on voit les délais aujourd'hui d'approvisionnement des véhicules électriques de plus d'1 an parfois. Donc quelque part, il y a un sujet aussi lié à l'approvisionnement des véhicules. Donc la ZFE est une couche supplémentaire, mais ce n'est certainement pas la plus simple. Donc je pense qu'il ne faut pas résumer la logistique urbaine aux ZFE. Il y a de très nombreux autres leviers dont disposent les collectivités locales et qu'elles peuvent actionner très facilement aujourd'hui grâce aux dispositifs qui sont prévus dans les différentes lois qui ont été votées. Mais pour contraindre ou pour encourager la structuration vertueuse? Les deux, par exemple, on a des leviers qui sont très peu actionnés, qui sont le partage temporel des voiries. C'est quelque chose qui maintenant existe dans les lois et qui permet aux collectivités locales de dire une voirie va être utilisée pendant telle et telle heure pour de la livraison de marchandises, pendant d'autres créneaux horaires pour de la circulation des voitures et puis pendant un troisième créneau horaire pour du stationnement résidentiel, par exemple la nuit. Donc ce sont des possibilités qu'ont les collectivités locales. Elles sont encore peu actionnées, mais ça peut être des idées. Quand j'entendais David Belliard parler du partage de la voirie, je pense que le partage temporel est quelque chose à développer dans les villes. Et on sait qu'on est en face d'un espace qui est rare, dont on a besoin, nous, pour la livraison des marchandises. Peut-être qu'il faut travailler sur le partage temporel. Alors, la zone à faible émission, c'est encore une couche supplémentaire qui est de dire que quelque part, on doit accélérer le renouvellement naturel des véhicules. Avec aussi un autre risque, c'est que les véhicules anciens, c'est-à-dire qui ne rentrent pas dans les ZFE des métropoles, se retrouvent dans les villes qui ne sont pas soumises à ZFE. Donc c'est-à-dire dans les petites villes. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir des vieux véhicules dans les petites villes et des véhicules modernes dans les métropoles. Donc il faut se poser des questions aussi autour de ça. Il y a toujours un effet, un effet contraire, je veux dire, qui peut apparaître quand on prend des décisions. Et prenons le temps, je veux dire, d'analyser la mise en œuvre des premières ZFE. Je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses. On va apprendre finalement ce que c'est une ZFE en France. Ce volet ZFE, Rémi, ça vous permet quelque part
de cibler là où vous voulez développer des capacités et pour vous, ça serait un outil d'identification de là où il y a des enjeux? Alors, c'est très personnel, mais je ne crois pas beaucoup à la contrainte des ZFE sur le sujet de la logistique urbaine. Je pense qu'il faut faire confiance à chaque acteur économique, que ce soit les chargeurs ou les opérateurs logistiques, pour organiser leur activité en fonction des contraintes, notamment environnementales, et aussi faire confiance à ces mêmes acteurs sur des politiques de renouvellement, de verdissement de leur activité, de leur flotte de véhicules. Donc, clairement, aujourd'hui, ce n'est pas un axe de développement sur lequel on travaille en se disant on a une carte de ZFE, donc on va vite positionner des gros entrepôts autour de ces ZFE qu'on pourra approvisionner avec des gros camions très polluants et au départ desquels on fera partir des petits véhicules derrière lesquels ils poussent des fleurs. Je crois pas ça, je suis pas convaincu de ça, même si effectivement, je partage ce que dit Jérôme, c'est plus un levier pour contribuer au renouvellement du parc automobile plutôt qu'une contrainte qui doit structurer la logistique urbaine. En revanche, ce sur quoi on travaille beaucoup, c'est dans les thèmes de la table ronde, il y a les sujets de massification, de RSE, et sur ces sujets de massification ou de mutualisation dont parlait Alexandre, il faut qu'on développe, et il y a beaucoup de tendances dans ce sens-là aujourd'hui avec les hôtels logistiques, etc., mais des espaces dans les villes qui permettent à plusieurs opérateurs économiques de cohabiter physiquement. Pas forcément pour mutualiser les flux amont, parce qu'on sait que c'est compliqué pour deux donneurs d'ordre de se mettre d'accord sur la manière de gérer des flux, mais en tout cas sur le flux aval. L'objectif sur ce sujet de la logistique urbaine, c'est effectivement peut-être de réduire les camions sur la voirie, comme le disait Alexandre, et c'est aussi surtout de réduire le kilomètre parcouru par colis. Et ça, effectivement, il y a plusieurs manières de le faire. Chaque opérateur, évidemment, il travaille en remplissant ses camions le plus possible, etc. Mais sur cet enjeu de mutualisation du transport aval, l'idée, c'est que deux donneurs d'ordre qui sont hébergés dans un même espace de distribution urbaine en cœur de ville vont utiliser peut-être demain le même moyen de transport pour aller livrer le même quartier, le même immeuble. Ce moyen de transport opéré par un opérateur X ou Y. Et donc, à un moment donné, plutôt que d'avoir deux véhicules de livraison qui vont, pour chacun de ces deux donneurs d'ordre, livrer le même pas de porte, mettre ces deux commandes dans le même produit. Donc, et je pense qu'on doit travailler à des solutions immobilières dans les quartiers qui permettent d'offrir la possibilité à ces acteurs économiques de mutualiser l'acte de livraison final avec certains de leurs confrères. Pour rappel, vous interviendrez aussi sur la table ronde dédiée au sujet immobilier que j'animerai à nouveau cet après-midi. On creusera ces sujets, entre autres, mais j'en tire une conséquence. Vous parliez de mutualisation sur le transport aval. Alors, je me tourne vers vous. C'est vrai que vous avez votre flotte. Je vous prends là comme ça un peu par surprise. C'est une flotte qui pourrait être mutualisée, peut-être même au sein du groupe Saint-Gobain, parce qu'au finish, il y a beaucoup d'enseignes autour du moins derrière Saint-Gobain, dont Point P. Et on peut imaginer que, par exemple, un chantier, il y a des livraisons de tous ordres et Point P est peut-être pas le seul à venir livrer sur le site. Alors, effectivement, pour nos camions, en tout cas, aujourd'hui, on a aussi une reverse logistique en général à gérer, puisqu'il y a de la récupération de déchets également sur les chantiers. Donc aujourd'hui, on ne peut pas trop s'ouvrir, en tout cas, à d'autres partenaires extérieurs. On se pose des questions au sein du groupe, par contre, de se dire qu'on pourrait travailler avec d'autres entités, en tout cas, que juste pour Point P. Et ensuite, on fait aussi ce travail quand même de tous les ans, voire tous les 6 mois, de réallocation finalement des camions en fonction des lieux de livraison pour diminuer finalement les kilomètres parcourus, parce qu'on a quand même un réseau de magasins qui est de 900, à peu près 900 agences en France. Et ensuite, l'idée, c'est que le camion qui va pouvoir livrer un chantier près d'une autre agence puisse potentiellement aller charger dans une autre agence, parce qu'on a aussi ce qu'on appelle des pools transport, donc qui mutualisent déjà aussi toutes nos agences. Un camion n'est pas dédié à juste l'agence d'Alfortville, mais potentiellement à l'ensemble des agences de l'Île-de-France en fonction des zones de chalandise qu'il va avoir et en fonction bien sûr des stocks disponibles dans les agences. En tout cas, voilà comment on fonctionne aujourd'hui. D'accord, donc de la mutualisation, parce que c'est vrai que comme vous avez les moyens en interne, les mettre à la disposition du réseau.
Alors, Alexandre, je vous souhaite pas un jour que Point P vous confie les parpaings à livrer. Du moins, peut-être que ça vous intéresse. Ça intéressera peut-être moins les fameux postiers, les fameux postiers dont vous travaillerez avec mes collègues que vous entendrez tout à l'heure de chez Urbi. Mais alors. Cette idée de mutualisation, il y a des initiatives qui, là je me tourne vers tous, mais qui vous semblent aller dans le bon sens. Voilà, des associations d'acteurs qui récemment vous ont marqué en vous disant ça ouvre une voie ou une association de flux. On parlait de Reverse et autres. Il y a des choses qui se passent et qui sont dans votre radar ou pas, c'est à nous d'aller les chercher sous l'angle de l'actu. Alors j'ai pas trop de choses dans le radar comme ça à brûle pour point. Ce que je veux juste dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un enjeu pour des gens comme nous de mettre à disposition des outils dans un délai rapide qui vont permettre éventuellement à des opérateurs économiques de réfléchir ensemble autour d'une solution, en l'occurrence immobilière, qui est déjà existante. Je pense que la complexité de tous les POC, les tests, etc., et le fait de faire travailler plusieurs acteurs économiques ensemble autour d'un projet, c'est comment on le réalise, comment on le met en œuvre. On essaye, Corsalis, en tout cas sur ces sujets de distribution du dernier kilomètre, de mettre à disposition des solutions immobilières qui vont permettre, quand on discute avec plusieurs occupants potentiels, de mettre sur la table ces réflexions en ayant déjà levé une contrainte qui est, on a envie de travailler ensemble, mais on ne sait pas où installer cette activité. Et c'est un peu le sujet qu'évoquait Jérôme tout à l'heure sur le partage de voirie ou des sujets de time sharing. Ils sont toujours intellectuellement très intéressants à initier et ils peuvent être confrontés à une difficulté dans la mise en œuvre. Et à ce sens, je pense que produire une offre de solutions immobilières rapidement disponible peut être un élément, je dirais, facilitateur pour permettre ce genre de réflexion, ce genre de synergie. Moi, je le vois très bien. Du moins, un site qui serait utilisé en cross-docking, on peut imaginer qu'il y en a qui en ont besoin le matin pour de la livraison aux clients particuliers. Mais il y a aussi du cross-docking pour des livraisons de nuit, pour des pièces détachées et ce genre de choses. On peut imaginer plusieurs occupants qui seraient colocataires chez vous ? Oui, absolument. Je pense qu'aujourd'hui, ce marché, en tout cas sur les solutions immobilières, il est porté par les gens qui veulent un peu anticiper l'avenir. Et ça a été le cas beaucoup sur la grosse logistique, vous le savez, où beaucoup de donneurs d'ordre petit à petit se sont appropriés leur patrimoine immobilier logistique. Et on va probablement constater les mêmes tendances sur l'immobilier de distribution urbaine, parce que ça devient un élément clé de compétitivité et de business. Donc après, ces sujets de time sharing, etc., ils pourront être mis en œuvre potentiellement sur des sites multi-utilisateurs par plusieurs donneurs d'ordre qui vont cohabiter sur ce même site. C'est possible. Ils pourront aussi être générés, facilités, lorsque ces sites seront opérés par un seul exploitant logistique qui opérera les activités de donneurs d'ordre différents. Et là, effectivement, c'est toute la force d'un opérateur logistique au sens large, d'organiser au mieux les flux de donneurs d'ordre différents et d'être force de proposition pour gérer cette mutualisation, cette optimisation. Mutualisation, massification, vous soulignez que quelque part les prestataires logistiques sont bien positionnés pour en être un vecteur. C'est vrai que tout le monde n'a pas forcément la chance d'être comme Ikea, d'avoir des flux qui permettent d'emblée de lancer et de se lancer dans une optique massifiée. Si vous lancez du fluvial, Emma, vous me confirmez que c'est pour remplir le bateau, quoi. C'est bien ça. Donc, la logistique urbaine, au finish, et notamment cette optique de massification, faut être un gros pour être massifié. C'est un sujet pour les prestataires si on veut que la massification elle soit à l'œuvre. Je suis content de vous voir saisir votre micro, Jérôme. Non,
Je voulais réagir sur la dernière question. D'abord, on est sur la mutualisation. On est à la fois au début de l'histoire, hein, parce qu'on voit un certain nombre d'initiatives apparaître de mutualisation. Hein. Je pense à Delipop qui doit parler un peu plus tard. On est vraiment sur des logiques de mutualisation qui sont vraiment intéressantes. Et puis, n'oublions pas que le mutualisateur naturel, c'est le transporteur. Hein, le transporteur, finalement, ne capte qu'une partie des flux de la logistique urbaine aujourd'hui. On l'estime à un peu plus de 50%, ça dépend des villes, mais ça veut dire qu'on a près de 50% des flux qui ne sont pas chez des transporteurs. Et là, on a un certain nombre d'efforts à faire pour augmenter la part qu'on appelle, nous, le compte d'autrui, c'est-à-dire finalement le transporteur professionnel dont c'est le métier et qui va mettre 10 clients dans le même camion. Donc quelque part, on a encore une marge de progression dans ce domaine. Donc on est à la fois au début de l'histoire et puis on a un passé qui est celui finalement des logisticiens professionnels qui doit en prendre encore plus d'importance dans les années à venir pour répondre aux exigences qu'on a de logistique urbaine. Et on voit d'ailleurs que ce sont souvent eux, alors même s'il y a un certain nombre de distributeurs, hein, je pense à Point P ou Ikea, qui prennent un certain nombre d'initiatives, les transporteurs anticipent finalement les évolutions réglementaires et on voit bien qu'un certain nombre d'entre eux avancent très très vite dans ce domaine. Et il y en a dans la salle. Juste merci beaucoup. Avant de passer aux questions, parce que c'est aussi un peu la marque de fabrique du forum d'été, j'invite sur scène Claude Sanson. Alors si on peut déjà l'applaudir, parce que le président d'Afilog, mais vous voulez passer par là ou par là, Claude. En fait, là, ça illustre un peu justement le problème de synchronisation des flux en milieu urbain. Voilà, mais Claude est parmi nous et on va vous montrer aussi le côté flexible de la chose, puisque Claude a accepté de participer à la table ronde 3, donc à 14h30 sur l'immobilier logistique. Cherche ta place dans le paysage urbain. Afilog a toute sa place dans cette table ronde. Donc voilà, merci Claude, merci d'être parmi nous. Et peut-être que Maxime, tu as une petite question sur ces histoires de massification et de mutualisation. Alors non, moi je reviendrai aussi sur la discussion préparatoire qu'on a eue. C'est vrai que avec votre casquette Afilog aujourd'hui, vous disiez il y a sans doute des velléités de plein de monde de s'installer en ville. Il faudra y créer des mètres carrés, mais qu'est-ce que vous voulez y faire ? C'était cette question. Qu'est-ce que vous voulez y faire ? Et surtout, avec quels moyens vous voulez opérer ? Des moyens en mètres carrés, des moyens en véhicules ? C'était cette question que vous aviez, sachant qu'il n'y a pas de réponse unique quant aux moyens et quant aux acteurs qui veulent opérer. Qu'est-ce que vous pouvez... Je vous lance sur ce qui avait été l'angle de notre discussion préparatoire. Oui, bonjour à toutes et à tous, excusez-moi du retard. Je ne suis pas pour tout, mais un petit peu quand même. Oui, ce qui me paraît extrêmement important, c'est que d'abord, quand on parle de logistique urbaine et de logistique et d'immobilier, on est dans la ville. Or, la logistique a un problème général en France, c'est qu'elle manque de foncier pour construire, mais quand on est dans l'urbain, on a encore moins de possibilités de foncier. Ça, c'est quand même une première chose, même si on sait qu'on est en train d'essayer de réhabiliter des bâtiments qui faisaient autre chose pour faire de la logistique, et avec quelque chose qui me paraît extrêmement, enfin je le dis vraiment très en aparté à côté, extrêmement important, c'est qu'il faut qu'on soit extrêmement prudent. Je ne sais pas s'il y a des gens qui représentent les dark stores dans la salle, mais il est bien évident qu'on est en train d'amalgamer les dark stores à la logistique urbaine. Enfin, je veux dire qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant sur ces questions. La logistique urbaine, elle a une fonction et ce n'est pas tout à fait celle des dark stores. Ceci dit, mis à part, effectivement, à partir du moment où nous n'avons pas beaucoup de foncier, que nous ne savons pas précisément comment mettre des bâtiments ou de l'immobilier, et vous le disiez tout à l'heure, il y a vachement d'initiatives qui sont prises en matière de distribution. On voit bien qu'on distribue, on fait du vélo, on fait de la distribution à pied, on fait de la camionnette, on fait du camion. Tout ça veut dire que si nous ne savons pas, si nous n'avons pas le dialogue avec les utilisateurs, avec ceux qui procèdent à cette distribution urbaine, on ne saura pas envisager
la meilleure solution possible en matière d'immobilier logistique. Ça me paraît extrêmement important. L'immobilier logistique, en l'occurrence, n'est là que pour apporter le meilleur service aux opérateurs. Et il nous paraît donc extrêmement important de savoir ce que souhaitent faire les opérateurs, comment ils souhaitent travailler, de manière à ce qu'on puisse construire le bâtiment logistique. Je disais à Maxime l'autre jour quand on a parlé, si on a besoin, tout à fait caricatural, mais si on a besoin de 50 000 m² de bâtiments logistiques dans une ville, est-ce que c'est 5 bâtiments de 10 000 ou est-ce que c'est 50 bâtiments de 1000 m² dont on a besoin? Voilà, c'est des choses qui sont extrêmement importantes, qu'il faut qu'on prenne en compte. Et puis je le rappelle toujours, la logistique urbaine, c'est pas quelque chose qui existe comme ça, qui vient de naître d'un seul coup, c'est le dernier maillon d'une chaîne logistique. Donc il est bien évident que ce qui se passe en amont est vachement important pour savoir comment on va faire derrière. Voilà. Peut-être je pouvais dire 2 mots là-dessus. Il faut des instances de partage de points de vue pour partager les contraintes, les velléités. Alors, modestement, la pause sera un moyen pour vous d'échanger, mais on a peut-être quand même 5 minutes pour répondre à d'éventuelles questions de la salle, l'un ou l'autre des intervenants, ou pour livrer un regard particulier. C'est vrai qu'on est passé peut-être, à votre goût, un petit peu du coq à l'âne sur le sujet, en rebondissant sur les mots-clés de mutualisation, massification, anticipation, lenteur, vitesse, du moins, voilà, tout est revenu dans le fil de la discussion. Mais est-ce que ça appelle un commentaire ou une question de votre part? Il y en a une. Un micro vient vers vous. Merci, bonjour à tous. Cécile Michaud, donc je suis consultante moi, dans la région lyonnaise et j'accompagne aussi des collectivités. Pour rebondir sur ce qui a été dit et rebondir sur le dernier mot de Claude sur le fait que effectivement la logistique urbaine c'est le dernier maillon, moi je trouve qu'il y a un enjeu de pédagogie important à amener auprès des collectivités justement qui ont l'habitude de fonctionner en mode périmètre, quoi. C'est chez moi, c'est pas chez moi. Et donc, je régule chez moi, et puis ce qui se passe en dehors de chez moi, c'est pas mon problème, ou en tout cas, c'est pas ma compétence technique, politique, etc., etc. Donc, il y a déjà, je trouve, dans ce dialogue un peu public-privé à avoir sur l'organisation des flux en milieu urbain, cette sensibilisation à ce qu'on disait tout à l'heure, au fait que c'est le dernier maillon de la supply chain et qu'il se passe des choses avant, en termes de transport, en termes de manutention, en termes d'emballage, est-ce qu'on est palettisé, pas palettisé, si c'est palettisé, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est pas juste pour le plaisir, etc. etc. Et ça fait écho aussi à la question de la ZFE qui, par définition, est une manière de réglementer en mode périmètre, c'est-à-dire ce qui rentre chez moi doit être de telle et telle manière, etc. Et donc voilà, donc il y a vraiment cette sensibilité-là, et je trouve que ça fonctionne bien quand on emmène des techniciens de collectivité, des élus sur des visites pour justement leur montrer un peu ces chaînes-là. Et pour du coup penser en mode flux, en mode écosystème et non plus penser en mode périmètre. Donc voilà, c'est quelque chose que les acteurs de la profession doivent bien garder en tête, je pense, dans leur dialogue qui devient nécessaire et important avec les acteurs publics. Est-ce que ça appelle un commentaire? Oui. Ça veut dire que pour que les élus comprennent la logistique dans Paris, il faut leur faire visiter Moissy-Cramayel? Oui, c'est ça. Non, mais ce que vous dites est extrêmement important parce que c'est comme à chaque fois, hein, de la logistique, on pense que c'est intéressant à condition que ça soit chez le voisin. Et donc, il faut absolument que là-dessus, on travaille. Il faut qu'on travaille, c'est pas directement le domaine de l'immobilier, mais aussi à la cohérence des réglementations, parce qu'on ne peut pas avoir des réglementations d'une commune à l'autre qui soient différentes. Et avec la métropole du Grand Paris, par exemple, on a travaillé déjà un peu pour essayer d'harmoniser, de rendre cohérentes les différentes réglementations. Donc ça, c'est extrêmement important. Et si on veut avoir un vrai dialogue avec les collectivités locales, puisque ce sont elles qui sont concernées, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, encore faut-il que l'on sache à peu près comment on va travailler, comment on va opérer pour faire de la livraison urbaine. Et ça nous donnera beaucoup plus de poids, puisque vous savez que par exemple chez Afilog, on se bat beaucoup pour que les espaces
qui peuvent recevoir de la logistique soient inscrits dans les SCOT, soient inscrits dans les PLU, mais encore faut-il qu'on sache ce que l'on veut faire. Hein. Peut-être une autre question. Si ça fonctionne. Rémi, peut-être votre sentiment sur cette d'avoir le point de vue justement du chargeur, qui est évidemment fondamental, mais sur une échelle de temps qui est évidemment différente de celle des élus locaux. Vous êtes un peu entre les deux. Comment vous faites dans ces cas-là pour concilier ces deux échelles de temps, puisque pour vous, vos clients, c'est avant tout justement des chargeurs. Comment on fait? On fait au mieux. Oui, mais déjà. Est-ce qu'il y a une Non, méthode pour... Vous avez raison. Je revenais juste sur la remarque de tout à l'heure sur le sujet de la pédagogie, etc. Je pense qu'il faut avoir en tête, et tous et toutes probablement ici présents, on a tous vécu l'ouverture ou l'installation d'une nouvelle activité logistique dans une zone périurbaine. Et historiquement, en fait, le sujet de l'acceptabilité de cette fonction, il était lié au fait qu'on venait créer une nouvelle activité dans un territoire où il n'y avait pas de bâtiment. Donc on génère du flux, on génère de l'activité économique soit, mais on génère du flux de la nuisance. Le sujet de la pédagogie de la logistique urbaine, il faut quand même rappeler aux élus et aussi un échelon différent qui est le particulier en termes de pédagogie, c'est que ces flux logistiques ils sont déjà dans les villes. Et en fait, ce sujet de la distribution urbaine pâtit des nuisances qui sont aujourd'hui occasionnées par ces flux de marchandises qui sont plutôt liés aux habitudes de consommation, etc. Et le côté pédagogique, c'est d'expliquer que toutes les initiatives portées par les opérateurs de cette filière, que ce soit les opérateurs logistiques ou transport, les donneurs d'ordre, les opérateurs immobiliers, contribuent à structurer cette activité. C'est ce qu'évoquait Claude à l'instant, sans trop encore savoir exactement comment et s'il y aura un consensus unanime en fonction des filières ou des villes. Mais un vrai côté, un vrai enjeu pédagogique d'expliquer que toute cette filière, elle est en train d'essayer de structurer des flux qui sont déjà dans les villes pour réduire les nuisances de flux déjà existants. Et je pense que quand on aura fait comprendre aux élus et ou aux riverains que implanter un espace de distribution urbaine ou un entrepôt en ville, peu importe comment on l'appelle, dans un quartier, ne va pas forcément générer de nuisances s'il est bien conçu, bien intégré, mais il va au contraire, à l'échelle de sa surface et de sa zone de chalandise, organiser les flux et permettre à chaque acteur économique, donneur d'ordre, opérateur logistique ou transport, d'opérer la livraison finale de la manière la plus adaptée possible à l'environnement urbain. Et je pense que notamment, grâce à Afilog ces dernières années, et évidemment sous l'effet de la pandémie, il y a eu énormément de travail de fait sur la pédagogie de la connaissance par le grand public de ce qu'est la fonction logistique, de son utilité. Et il y a probablement un peu de travail, voire beaucoup à faire sur ces sujets de l'urbain. Est-ce qu'on a une autre question? Moi, je vous soumets une dernière chose sur cette pédagogie. Cette logistique urbaine, et je sais que tout le monde n'est pas d'accord, et c'est pas interdit aussi d'être nuancé, mais quelque part, elle doit être visible ou invisible pour que ça soit plus pédagogique. Là, je vous laisse... Je veux bien répondre. Pour moi, la logistique ne doit pas être cachée. C'est une fonction indispensable au fonctionnement de la ville. Pourquoi la cacher ? Au contraire, elle doit être visible, mais elle doit être acceptée aussi. Mais je crois qu'effectivement, même si les solutions dans les sous-sols, dans les parkings existeront, je vais dire notamment là où on n'a pas d'autres solutions, pas d'autres possibilités immobilières, mais il ne faut pas non plus que la logistique urbaine ne soit que dans les sous-sols. On aimerait bien qu'elle soit visible et puis qu'aussi les gens qui travaillent dans la logistique urbaine voient la lumière du jour. Ça fait partie aussi de l'aspect social, et j'entendais David Béliard qui nous faisait part de ses préoccupations sociales dont je ne peux que les partager. Eh bien, merci à tous.